Bonjour à tous! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler du conte. On va regarder ensemble comment Au-delà tout le monde de Eric Emmanuel Schmitt peut être vu comme un conte moderne. Pour réussir à voir comment Au-delà tout le monde peut être vu comme un conte moderne, il faut savoir c'est quoi un conte, savoir quels sont les déterminants qui structurent un conte, qu'est-ce qui fait qu'un récit est un conte ou n'est pas un conte. La première chose qui fait d'un conte ce qu'il est, donc la première chose qui fait d'un conte un conte, c'est la formule initiale et la finale rituelle. Qu'est-ce que c'est ça? Une formule initiale et une finale rituelle, c'est une sorte de stéréotype. C'est un stéréotype langagier. Les contes commencent à peu près tous de la même façon. Donc, les contes commencent à peu près tous par Il était une fois et finissent à peu près tous par Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Évidemment, c'est pas toujours ces mots-là qui sont employés, mais ça veut pas mal tout le temps dire ça. Le deuxième élément qui est super important pour un conte, la deuxième caractéristique qui contribue à faire d'un récit un conte, c'est la dimension intemporelle. Un conte, on peut pas vraiment dire à quelle époque ça se passe. On peut pas vraiment dire si c'est au moment où on lit l'histoire, donc si le temps est contemporain au lecteur. On peut pas vraiment dire si c'est pas dans le passé ou si c'est dans le futur. Un conte, c'est intemporel, ça peut s'inscrire un peu n'importe où. Le temps, en plus d'être intemporel, on a l'impression qu'il obéit pas vraiment aux lois naturelles qu'on lui connaît. C'est-à-dire que les heures peuvent être allongées, les heures peuvent être rétrécies, les jours peuvent passer extrêmement vite ou extrêmement court tout d'un coup. Ça peut être ça peut être aussi la nuit éternelle tout d'un coup parce qu'un personnage le déclare. C'est pas quelque chose qui obéit à des règles comme dans le monde naturel. Le temps est vraiment propre à lui-même. Le temps est vraiment traité d'une façon très particulière dans l'univers du conte. Le troisième élément qui fait d'un conte un conte, c'est que le conte, le récit, se passe dans un lieu inventé. C'est-à-dire que on sait pas c'est où sur le globe. On sait même pas si c'est dans notre univers. C'est un endroit qui nous est parfois nommé, comme par exemple à Fort Fort Lointain, dans l'univers de Shrek, mais on sait pas c'est où Fort Fort Lointain. On sait pas sur quel continent c'est. On sait juste que c'est loin, puis on sait juste que c'est pas accessible pour nous. Donc, le conte, en plus d'avoir sa temporalité à lui, a aussi sa géographie qui n'est pas du tout la même que nous. Donc, on peut pas dire si le conte se passe au Canada ou en Afrique ou en Russie ou même surtout pas dans une ville précise. On sait vraiment pas. La quatrième caractéristique qui fait qu'un récit appartient au genre du conte, c'est l'intervention du merveilleux. Il faut toujours qu'il y ait du merveilleux dans un conte, sinon c'est pas un conte. Qu'est-ce que je veux dire par merveilleux? Mais ça veut dire qu'on a des personnages, pas nécessairement tous les personnages, mais on a des personnages qui appartiennent typiquement à l'univers du merveilleux. C'est-à-dire des fées, des dragons, des sorcières, des bêtes fantastiques. On a des gens qui ont des pouvoirs magiques, il y a des sortilèges. Les personnages ne sont pas tous des humains comme nous. C'est pas obligé que ça soit tous des personnages extraordinaires. Ça peut arriver que vous ayez l'impression qu'il y a une seule personne qui a des pouvoirs magiques, puis c'est un conte quand même. Ça peut aussi être des objets magiques. Mais c'est vraiment important que quelque part dans le récit, il y a cette petite touche-là de merveilleux. Sinon, c'est pas un conte. Le merveilleux n'est pas toujours là pour aider notre héros ou notre héroïne. Des fois, il peut l'aider dans sa quête, oui, comme mettons les filles marraines, mais il peut lui nuire aussi. Ça peut être l'ennemi qui possède des pouvoirs magiques puis qui se sert de ses pouvoirs pour agir contre les plans du héros. Ça peut être ça aussi. Donc la magie n'est pas toujours utilisée pour aider le héros dans sa quête, dans ses objectifs. Il peut y avoir les deux aussi. Il peut y avoir des gens qui vont être des adjuvants du héros, donc des gens qui aident le héros qui ont des pouvoirs magiques. Il peut y avoir des ennemis aussi qui ont des pouvoirs magiques ou des objets magiques. Donc ça se peut que tout le monde ait de la magie, puis tout le monde s'en sert un petit peu à bon ou à mauvais escient pour satisfaire ses propres. La cinquième caractéristique du conte, c'est que ces personnages sont indéterminés. Qu'est-ce que ça veut dire des personnages indéterminés? Ben, je vais vous donner un exemple que vous connaissez déjà, un exemple avec Balzac. Quand on avait un personnage réaliste,
ben on savait tout de ce personnage-là. On savait comment il s'appelait, on savait d'où il venait, on savait quel genre d'enfance il avait vécu, on savait tout. Donc c'était facile pour nous de se faire une bonne représentation de qui était ce personnage-là. Mais en contrepartie, c'était vraiment dur de s'identifier à ce personnage-là. On pouvait pas vraiment se dire ce personnage-là, c'est moi. Parce que c'était tellement clair, on avait tellement de détails sur lui que c'était évident que c'était une autre personne qu'on aurait pu croiser dans la rue, mais pas nous parce qu'on a trop de détails sur lui. Puis on se dit pas ça peut être moi parce que c'est juste évident que c'est pas nous tellement il y a de détails autour de ce personnage-là. Mais dans le conte, c'est différent. Le personnage, c'est ce qu'on appelle indéterminé. Ça veut dire qu'on a très très peu de détails sur les personnages. Ça va favoriser l'identification du lecteur au personnage. Souvent, on va connaître le sexe du personnage, on va savoir à quel sexe il s'identifie. Souvent, on va savoir aussi une de ses qualités ou un de ses défauts. Et on va vraiment le définir par rapport à ça. Donc, peut-être qu'il va avoir une force, peut-être qu'il va avoir un défaut qui vont lui nuire ou l'avantager dans sa quête, mais on ne saura pas vraiment plus que ça. Des fois, on va savoir son nom. Puis les noms dans les contes, c'est quand même important. Souvent, le nom du héros ou de l'héroïne, c'est un nom vraiment, vraiment standard. Un nom auquel tout le monde peut un petit peu s'identifier. C'est rare que notre héros ou notre héroïne va avoir un nom complètement loufoque qui sonne pas bien, puis qu'on a de la misère à le dire, puis c'est clair qu'on pourrait pas avoir un nom comme ça, nous, ou qu'on connaîtrait jamais personne qui aurait un nom comme ça. Donc, quand on a un héros ou une héroïne, souvent dans le conte, on va chercher à s'identifier à cette personne-là. C'est pour ça qu'on va donner très peu de détails sur lui, puis qu'on va s'arranger qu'elle a un nom très très quelconque, très très commun. À l'inverse, ça va arriver qu'on va avoir des personnages qui, eux, vont avoir un nom complètement sorti de nulle part, un nom très particulier, et ça, c'est un procédé qui est utilisé pour mettre en relief un personnage, pour qu'on le remarque bien et pour qu'on soit certain de ne pas le rater parce qu'il y a un rôle important dans le récit. Souvent aussi, vous allez avoir un nom qui va coller au personnage et à ce qu'il fait. Par exemple, si vous aviez un personnage de magicien, ben, il y a plus de chances qu'il y ait un nom de magicien. Par exemple, vous avez un magicien, mais votre magicien, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il s'appelle Gilles Gauthier. Parce que ça fait pas très conte, ça fait pas très magique. C'est pour ça qu'on a plusieurs magiciens qui s'appellent Merlin. Ça, c'est un peu un stéréotype du conte, des noms comme ça qui reviennent par rapport à une figure qu'on a. Comme tu peux avoir une fille qui s'appelle Carabosse ou toutes sortes de sonorités comme ça qui s'agencent, si on peut dire, avec le rôle que le personnage va jouer dans le récit. Dans Odette Tout le monde, remarquez bien les noms hein, quand même. On sent vraiment qu'il y a un travail d'Éric Emmanuel Schmitt qui a été fait de ce côté-là. Remarquez les noms des personnages. Il y a des personnages qui ont des noms très très communs. Il y a des personnages qui ont des noms qui favorisent l'identification du lecteur. Puis enfin, il y a des personnages qui ont des noms complètement loufoques et ça s'agence avec ce qu'ils font dans la vie. La sixième caractéristique, c'est les situations difficiles. Souvent, dans les contes, on a un héros ou une héroïne qui est justement le héros ou l'héroïne parce que par le passé, il a vécu une situation qui était difficile. Ça peut être la mort d'un parent ou l'abandon, comme par exemple dans Bambi, donc Bambi perd sa mère, ou dans Petit Pied, c'est la même chose, la mère de Petit Pied meurt. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un handicap ou une difficulté particulière, une différence avec les autres. Ça va être le cas, par exemple, de Dumbo ou de la Belle dans La Belle et la Bête. La Belle a un caractère un peu différent des autres villageois, un tempérament et des intérêts différents aussi, donc ça va la mettre à part. Ça peut être une héroïne ou un héros qui vit une incompatibilité avec la société qui l'entoure, c'est-à-dire que cette personne-là a des rêves, des désirs qui sont différents de ce que la société attend d'elle, comme par exemple Ariel dans La Petite Sirène. Donc Ariel qui rêve de rejoindre le monde des humains, mais c'est pas une ambition qui semble être possible pour elle puisqu'elle est une sirène. Le personnage peut aussi avoir vécu un rejet ou être la victime de quelque chose ou de quelqu'un ou être isolé du monde en raison de quelqu'un ou d'une circonstance. C'est le cas un petit peu de La Belle et la Bête, donc quand elle se retrouve prisonnière du château de la Bête, et c'est le cas aussi de Réponse qui est dans sa tour. Ces personnages-là, parce qu'ils ont vécu quelque chose de difficile, souvent vont devoir affronter
cette circonstance-là, ça va les faire grandir à travers l'histoire. Souvent, ils vont apprendre quelque chose et ils vont résoudre ce conflit-là à travers les péripéties. C'est un peu leur quête. La dernière caractéristique, c'est les stéréotypes narratifs. Vous savez déjà qu'est-ce que c'est un stéréotype, on en a parlé cette semaine, mais là on va voir qu'est-ce que c'est un stéréotype narratif. Narratif, ça veut dire histoire, qui est en lien avec le récit, qui a rapport avec ce qu'on raconte. Donc un stéréotype narratif, c'est quand on retrouve souvent le même motif, le même cliché à travers les histoires. Et ça, c'est vraiment le cas dans les films américains, les films d'ados, les comédies un peu romantiques. Il y a un gros cliché autour de ça. Et il y en a plusieurs, mais il y en a un qui revient souvent. C'est la fille un peu rejet, la fille qui est peut-être moins à la mode, qui est peut-être moins centrée sur l'apparence, qui va finir à la fin du film par sortir avec le gars le plus populaire, puis souvent va avoir eu une transformation physique aussi. Donc ça, c'est un cliché, c'est quelque chose qui revient vraiment, vraiment souvent. C'est ce qui s'appelle un stéréotype narratif. Des stéréotypes narratifs, il y en a beaucoup dans les contes. Le premier stéréotype narratif qu'on a, c'est que ça finit toujours bien. Le héros ou l'héroïne réussit toujours à accomplir sa quête. Le deuxième et le troisième stéréotype, ce sont des stéréotypes narratifs qu'on peut retrouver dans la nouvelle que vous étudiez, donc Odette Tout-le-Monde d'Éric Emmanuel Schmitt. Je vais vous les donner et vous allez devoir en choisir un que vous devrez m'expliquer dans l'examen. Je vais vous demander de me dire en quoi est-ce que ce stéréotype-là est présent dans Odette Tout-le-Monde d'Éric Emmanuel Schmitt. Ça veut dire que je vais vous dire c'est quoi les stéréotypes et vous allez devoir trouver en quoi ce stéréotype-là s'applique dans Odette Tout-le-Monde. Le premier stéréotype, c'est la rencontre amoureuse de deux personnes que tout opposait. C'est-à-dire deux personnes qui étaient très différentes puis qui finissent par être ensemble à la fin. Le deuxième stéréotype, c'est la rencontre amoureuse de deux personnes qui sont semblables parce qu'ils ont vécu tous les deux une difficulté qui se ressemble et à la fin, ils sont réunis, ces deux personnes-là. Donc, il y a deux stéréotypes narratifs dans Odette Tout-le-Monde, mais je vous demande d'en trouver juste un. Donc, vous devez prendre un des deux stéréotypes que je viens de vous expliquer, puis de me montrer comment ils s'appliquent dans Odette Tout-le-Monde d'Éric Emmanuel Schmitt. Des fées, des dragons. Qu'est-ce que tu veux? J'écoute. Tu parlais de dragon. Oui, mais je te parlais pas de dragon à toi. Je t'écoute, pareil.